Madame la ministre, chers collègues, mesdames, messieurs, pour conclure notre cycle d'auditions entamé fin janvier, c'est-à-dire il y a environ 6 mois, sur la politique du handicap outre-mer, nous entendons cet après-midi Madame Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée auprès de la ministre du Travail, de la Santé, de la Solidarité et des Familles, chargée de l'autonomie et du handicap. Avec nos 3 rapporteurs, Audrey Bélim, sénatrice de la Réunion, qui nous a rejoints en visio, Annick Petrux, sénatrice de Saint-Martin, et Hakim Elouli, sénateur du Val-de-Marne, nous vous remercions, Madame la Ministre, pour votre présence afin de faire le point ensemble à quelques jours de la présentation de ce rapport. Vous le savez, par le questionnaire qui vous a été transmis, nos questions sont nombreuses et elles portent sur la mise en œuvre de la politique du handicap mise en place dans les Outre-mer depuis la grande loi de 2005, mais aussi sur l'offre médico-sociale, l'accessibilité, le handisport, la participation et ou encore sur la situation des enfants. Nous souhaiterions aussi vous entendre sur vos priorités pour les Outre-mer, sachant que vous avez effectué un déplacement dans les territoires ultramarins. La délégation s'est aussi déplacée en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Et nos déplacements et nos auditions nous ont permis de rencontrer de très nombreux acteurs et parties prenantes comme le rectorat, l'ARS, les collectivités et les petites collectivités éloignées, puisque nous sommes allés à Terre-de-Bas, aux Saintes, les chefs d'établissement, les associations, les éducateurs, les professionnels médico-sociaux, les parents et naturellement des personnes en situation de handicap. Donc vous connaissez les singularités de nos petits territoires ultramarins, ce qui suppose d'imaginer des dispositifs innovants et de revoir les critères habituels de financement ou de création de places. Donc je ne serai pas plus longue pour laisser chacun s'exprimer. Madame la ministre, je vous laisse la parole pour un propos liminaire, puis les rapporteurs et enfin les collègues qui ne manqueront pas de vous questionner. Voilà, c'est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. D'abord, je vous remercie d'avoir initié ce cycle de travail sur les enjeux du handicap au sein de votre délégation et de me convier aujourd'hui pour que nous puissions échanger à ce propos et partager ensemble à la fois les avancées que nous avons pu conduire et que nous observons, mais aussi encore les défis qui sont devant nous et les chemins, les voies de passage par lesquels nous pouvons espérer y répondre. Je vais vous dire tout d'abord que je suis moi-même très attachée aux Outre-mer, à nos territoires ultramarins. Je suis moi-même native de la Guadeloupe, pour ne rien vous cacher, ce qui explique sans doute mon petit prisme spécifique, mais je crois que c'est vraiment important que dans toutes nos politiques publiques, nous ayons ce prisme particulier pour nos territoires ultramarins qui sont extrêmement importants et qui, évidemment, comme vous l'avez souligné, comportent des particularités de par l'insularité, de par l'éloignement avec l'Hexagone et puis les spécificités de chaque territoire. Et qui amène à ce que nous ayons une vision et une approche politique vraiment aussi adaptée. C'est parce que je suis justement très sensible à ces enjeux que dès ma nomination et déjà dans le précédent gouvernement, j'ai souhaité pouvoir me déplacer dans nos territoires ultramarins. J'ai pu me rendre à La Réunion, à Mayotte, ensuite en Guadeloupe, à la Guadeloupe et à la Martinique, et j'ai souhaité aller, comme vous l'avez rappelé, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, pour que vraiment aucun territoire, y compris ceux qui sont parfois les îles au sein des îles, ne soient pas oubliés. Je me rendrai prochainement en Guyane et j'ai le souhait aussi de pouvoir aller à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et à chaque fois dans ces territoires, j'ai eu à cœur de pouvoir d'abord préparer le déplacement par une étude et un dialogue avec les autorités locales sur la situation et les besoins spécifiques, de façon à ce que mon déplacement puisse être au-delà d'une appréhension, d'une compréhension vraiment
vraiment sur le terrain des enjeux, des spécificités, que ça soit aussi l'occasion de formaliser vraiment un partenariat entre l'État et la collectivité territoriale, puisque nos politiques dédiées au handicap, elles sont vraiment coportées État et département ou la collectivité territoriale qui en porte la compétence. Et qu'on a pu, en tout cas dans les territoires que j'ai pu visiter, initier ces conventions ou signer ces conventions avec une implication forte de la collectivité territoriale et évidemment aussi de l'Agence régionale de santé qui met en œuvre nos politiques, nos dispositifs, notamment sur tout l'enjeu des 50 000 solutions qui sont cet enjeu et cet engagement fort que le président de la République a eu lors de la conférence nationale du handicap en 2003 et qui se déploie progressivement sur les territoires, mais avec un besoin effectivement d'avancer plus spécifiquement dans nos territoires ultramarins, dont on sait que globalement, l'offre médico-sociale et la réponse à nos personnes en situation de handicap est encore en retard comparativement à l'échelle hexagonale, qui elle-même comporte aussi des lacunes. Ce que j'ai pu aussi, bien sûr, constater, c'est que nos territoires ultramarins ont des situations très contrastées, et notamment à Mayotte et en Guyane, une démographie croissante et une population très jeune, avec une prévalence du handicap très importante et au-dessus de la moyenne nationale, alors qu'aux Antilles, on a plutôt un vieillissement fort de la population et donc des enjeux plus accélérés sur les personnes en situation de handicap vieillissantes et des besoins qui impactent de manière globale tout le champ de l'autonomie qui par ailleurs est également le mien. Ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, comme je le soulignais, on a une préoccupation qui est révélée par les chiffres de l'adresse qui indique que 8% des jeunes de 15 à 24 ans et 12% des personnes de 25 à 64 ans qui vivent dans les territoires ultramarins sont en situation de handicap, ce qui est plus important que ce qu'on peut observer dans l'Hexagone où le taux se situe entre 5 et 10%. Ce que l'on peut identifier également, c'est que nos territoires ultramarins sont marqués aussi par une part plus significative de familles monoparentales, ce qui rend les situations aussi plus compliquées évidemment pour les parents d'enfants en situation de handicap et identifie aussi que l'enjeu de la parentalité, de l'accompagnement de la parentalité est d'autant plus important. On est aussi, vous le savez bien, dans des situations socio-économiques relativement préoccupantes avec des taux de pauvreté qui restent supérieurs au territoire métropolitain et la part des prestations sociales qui sont un socle extrêmement important dans le revenu de ces ménages et un taux d'emploi qui, lui, reste plus faible que dans le reste de l'Hexagone. Donc évidemment, ces constats qui sont des chiffres, mais qu'on vérifie bien évidemment sur le terrain, nous amènent à réaffirmer la nécessité de bien adapter nos politiques publiques aux spécificités de nos territoires ultramarins. Et par ailleurs, des territoires qui sont aussi sujets à des catastrophes naturelles particulières. Je fais référence évidemment récemment à Chido. Et dans un territoire particulièrement désœuvré en termes d'offres médico-sociales qu'est le département de Mayotte. L'impact du cyclone Chido tant sur
la situation, l'état de santé des personnes et également sur le bâti et l'offre d'accueil des personnes en situation de handicap a évidemment suscité de ma part une attention particulière. C'est pourquoi j'ai mis rapidement en place un comité de suivi de la situation à Mayotte post-Chido, en lien avec le préfet, l'ARS et le département, le conseil départemental, et les organismes médico-sociaux du territoire pour pouvoir identifier un post-chaos qu'a été le cyclone, les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap qui parfois, on le sait, et c'est un engagement que la France a pris, notamment à l'occasion du premier G7 du handicap en Italie. On sait que dans les crises climatiques, les personnes en situation de handicap passent un peu au travers des radars. Et donc, on a eu une attention très particulière à suivre la situation et la manière dont l'aide d'urgence était apportée spécifiquement à nos personnes en situation de handicap. Et ces liens, ces discussions ont aussi permis de faire émerger un noyau de dialogue, d'instances de dialogue qui maintenant se poursuit, puisque à l'occasion de ce déplacement à Mayotte, j'ai pu, avec le département, là aussi signer une convention de partenariat pour déterminer des actions à mettre en place, des places à créer, et qui seront une avancée très importante sur ce territoire, puisqu'à Mayotte, on avait, je crois, de mémoire, une dizaine ou une vingtaine de places. C'est dire comme le nombre est très faible au regard de la population, et qu'au travers de notre convention, nous visons la création de 500 nouvelles places. Et donc, ce sont des budgets importants qui ont été déterminés entre l'État et le département pour accélérer la réponse en matière de création d'offres médico-sociales. Et bien sûr, le projet de loi dédié à Mayotte va permettre de prendre en compte les spécificités que nous avons pu faire remonter sur la nécessité de prendre en compte certaines spécificités dans la recréation de bâtiments dédiés au moment de la reconstruction de Mayotte. Ce que je souhaitais aussi vous indiquer, et ce que je viens d'évoquer dans le cadre de Mayotte s'inscrit dans un cadre plus global de volonté pour l'État de rattraper le retard sur l'offre médico-sociale dans nos territoires ultramarins. Et c'est une enveloppe spécifique de 150 millions d'euros qui est dédiée à nos outre-mer pour ce développement, et dont je pourrais vous décliner comment elle se déploie dans chacun de nos territoires à la suite de ces discussions et de ces négociations avec les départements ou les collectivités territoriales. Ce que je voulais aussi évoquer rapidement avec vous, c'est que j'ai entamé un tour de France des MDPH, considérant que nous avons partout sur notre territoire national des délais de traitement des dossiers MDPH qui sont vécus très très longs pour nos concitoyens, avec des disparités territoriales importantes et des territoires qui se sont engagés dans une démarche de réduction de ces délais. D'autres pour lesquels les défis sont majeurs. Je peux reparler aussi de Mayotte, parce que évidemment le cyclone n'a pas aidé au traitement rapide des dossiers. Et donc ce tour de France des MDPH, il consiste à aller regarder dans différents territoires les solutions qui ont été mises en place et celles qui resteraient encore à créer, pour accélérer les procédures, pour les simplifier et pour permettre que les agents au sein des MDPH soient plus disponibles pour identifier, accompagner les besoins des personnes, notamment lors du rendez-vous de première demande, et que les délais de traitement puissent être aussi accélérés. Et dans ce tour de France des MDPH, j'ai pu mener ces travaux par atelier de rencontres avec les usagers, avec les agents des MDPH et avec les associations locales, à la Guadeloupe et à la Martinique. Donc les territoires ultramarins sont complètement intégrés dans cette dynamique.
Et j'ai pu, par ailleurs, à l'occasion de mes déplacements, échanger et partager avec des usagers de la MDPH de Mayotte, qui évidemment a vécu des grosses difficultés, mais aussi avec les autres territoires que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Vous dire également que, et puis avant de peut-être de laisser la place aux discussions, aux échanges, que pour moi c'est extrêmement important que nous ayons ce réflexe ultramarin à chaque fois que nous développons nos politiques publiques, et que nous puissions aussi prendre en compte le fait que nos territoires ultramarins sont aussi des fers de lance et sont aussi moteurs d'innovation et de solutions qui sont tout à fait inspirantes pour l'ensemble du territoire national. Je pense par exemple à La Réunion, où les maisons France Service accompagnent les personnes en situation de handicap, et notamment une maison France Service est spécialement dédiée à l'accompagnement et à l'accueil des personnes sourdes, avec des personnes qui sont formées, avec des outils de dialogue qui sont présents, et des aides justement à l'accès aux droits. Et je crois que ça, c'est tout à fait le type d'exemple qui mérite d'être identifié et s'aimer dans notre territoire. On a pu aussi identifier que, par exemple, à la Guadeloupe, l'accueil familial et le relayage apporté aux aidants étaient bien avancé et beaucoup plus avancé qu'on peut le voir sur beaucoup de nos territoires, hexagonaux. Et donc là aussi, il y a sans doute des bonnes solutions, des bonnes approches à identifier. Pour reprendre l'exemple de Mayotte, Mayotte est en partie de pratiquement rien en termes de bâti, en termes de structure, a très vite engagé finalement les forces médico-sociales dans la démarche d'aller vers, dans la démarche d'accompagner les personnes de la façon la plus individualisée possible, d'aller y compris dans les mangas, vraiment dans des contextes d'intervention parfois très complexes, et donc sont déjà finalement complètement dans la dynamique d'approche que nous développons et que nous souhaitons pousser à l'échelle nationale. Et donc là aussi, nos territoires ultramarins peuvent être tout à fait fer de lance d'innovation et de transformation des pratiques. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques mots introductifs, Madame la Présidente, et je me tiens à la disposition, bien sûr, de Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices pour des questions peut-être plus précises. Merci Madame la Ministre. Sans plus attendre, je vais donner la parole à notre collègue Audrey Bélim qui est en direct, en visio. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, bonsoir, merci à vous d'être disponible pour toutes nos questions. J'espère que vous m'entendez bien, on a encore des difficultés sur les réseaux numériques à La Réunion malheureusement, donc j'espère que je suis dans les conditions les plus optimum et que vous m'entendez bien. Alors c'est très simple, vous avez d'ores et déjà abordé les questions qui me taraudaient, à savoir ce fameux SIOM de juillet 2023 et notamment cette affectation des 150 millions d'euros concernant le renforcement de l'offre médico-sociale pour les personnes en situation de handicap en Outre-mer. J'aurais aimé savoir comment cela finalement se traduit par territoire, par priorité financée peut-être, et surtout quel bilan vous en tirez. Je dirais même beaucoup de curiosité concernant le prochain SIOM du 10 juillet prochain. Est-ce que la thématique du handicap sera de nouveau abordée? Il est intéressant de savoir comment cela peut se ventiler à nouveau. Puis une troisième question, je vous l'avoue, sur le déploiement des pôles d'appui à la scolarité. Nous souffrons dans certains territoires de difficultés dans nos MDPH, d'un manque d'effectifs notamment, pour pouvoir répondre aux demandes. Et donc, il est vrai que le déploiement du fameux du pass, en fait, peut inquiéter certains, en tout cas lorsque l'on entend
la manière dont cela est organisé et les effectifs qui sont attendus. Et puis, par là même, je vous ai écouté attentivement. Il est vrai que nos territoires font preuve d'innovation et j'aurais aimé savoir si vous avez eu écho du fameux dispositif Télédiade qui nous permet donc, voilà, par le biais de la visioconférence, d'établir des télédiagnostics sur l'autisme, notamment pour les adultes en déficience intellectuelle, et dispositif qu'on a souhaité expérimenter à La Réunion d'une part, mais surtout, on avait écrit à la ministre Katabi la fois dernière afin de pouvoir finalement élargir cette expérimentation en Hexagone, notamment sur les territoires où il y a une certaine pauvreté en nombre de spécialistes, psychiatres, psychologues, et pour lequel cette expérimentation nous semblait totalement intéressante, je dirais. Donc voilà pour l'ensemble de mes questions. Je Merci, vous chers remercie. collègues. Je vais laisser la parole maintenant à Annick Pétrus. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, merci pour vos propos, déjà. Alors, c'est vrai qu'on a tendance, et moi la première, à s'occuper et à se faire du souci pour les petits. Déjà parce qu'on sait que plus tôt sera la prise en charge, enfin la détection de l'handicap, plus rapidement sera mise en place une prise en charge. Mais au fil du temps et au fil des auditions, je m'inquiète maintenant pour les jeunes adultes. Parce que cette prise en charge s'arrête à un certain moment, 18, 19, 21 pour Saint-Martin, ça a été un choix. Que deviennent ensuite ces jeunes adultes? C'est un peu ma préoccupation, puisque au travers de nos auditions, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas tellement de centres, en tout cas pas sur tous les territoires, pour qu'ils puissent continuer leur vie, j'ai envie de dire, de manière à peu près correcte. Je sais aussi que les collectivités, souvent, nombreuses sont celles qui préfèrent, enfin pas qui préfèrent, mais en tout cas qui payent, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de personnes en situation de handicap au sein de leurs entreprises. Alors, j'aimerais savoir, quels sont les arguments que déploient ces entreprises-là, que présentent ces entreprises-là, pour expliquer le fait qu'ils n'aient pas, enfin, au moins le quota de personnes en situation de handicap au sein de leurs entreprises. Parce que nous avons visité sur la Guadeloupe un centre de formation. Le jour où nous étions là, il y avait 4 sessions de formation différentes avec des adultes en situation de handicap. Et je me dis, mais ces adultes-là vont réussir cette formation, seront mis sur le marché du travail. Est-ce qu'il y a une chance que les entreprises les embauchent? Voilà, ce serait mes questions. Merci. Et puis on termine avec Akli Melouli, le troisième rapporteur. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Ministre pour vos propos introductifs qui répondent à certaines choses, mais je pense qu'on va y revenir sur certaines choses. Moi, je voulais aussi vous interpeller sur un autre volet qui est la vie sociale. C'est-à-dire que quand on est dans le parcours de vie, il y a la vie sociale, et vous interpeller sur la pratique de l'accès à la culture et le sport. Notamment, on a vu que l'effet JO, le président en a parlé, l'effet JPO, on a vu quand même que sur le sport, sur les JO, on a vu qu'il y avait 12,24% d'athlètes qui étaient originaires de nos territoires ultramarins. Par contre, sur les JPO, on a vu qu'il n'y avait que 5,91%. Donc, ma question, et vous avez visité, c'est quel effort on compte faire? Parce que est-ce que les équipements sont suffisants ou adaptés? On a vu aussi, en Guadeloupe, vous êtes passé avant nous, sur le sport adapté, le handisport, on a plus d'avance, mais qu'il y a aussi le sport adapté. On a vu aussi que par rapport, vous avez parlé de famille monoparentale, par rapport aux parents qui étaient, parce que beaucoup d'enfants sont dans les familles, c'est aussi un moment de répit, et c'est aussi pour l'enfant un moment d'épanouissement, de découverte et un moment de socialisation important. Donc on voudrait avoir effectivement la question, c'est est-ce que vous comptez mettre un plan d'action justement pour développer le handisport et le sport adapté dans nos outre-mer, compte tenu de la particularité de l'insularité et parfois de la pluri-insularité pour certains c'est des archipels. Donc voilà, est-ce qu'il y a un plan qui est prévu, et y compris d'accès à la culture? Voilà. Bon, je vais vous laisser la parole et puis après nous poursuivrons avec les autres collègues.
Merci, Madame la Présidente. Oui, pour répondre à Madame Bellim, donc j'ai exposé que le SIOM prévoit 150 millions d'euros et c'est ce que nous sommes en train de déployer dans les différents territoires. Pour prendre l'exemple de La Réunion, la convention qui a été signée entre l'État et le département prévoit que l'État apporte 29 millions d'euros et le département 29 millions d'euros en fonctionnement. L'État ajoute 10 millions d'euros en investissement. Parmi les différents projets qui seront valorisés, nous sommes notamment sur des projets de transition inclusive, de l'habitat et de l'accueil de jour. Ça fait partie des exemples que je peux vous donner, mais je pourrais aussi vous communiquer l'ensemble des chiffres par territoire sur les conventions qui ont déjà été signées. Je n'avais pas connaissance du dispositif Télédiab dont vous avez parlé tout à l'heure, mais je vais regarder ça avec beaucoup d'attention. D'autant que, c'est ce que je soulignais tout à l'heure, il y a vraiment des innovations qui se font dans certains territoires du fait des difficultés géographiques qui se posent et qui peuvent tout à fait être pertinentes et utiles à SME. Donc je vous remercie, Madame la sénatrice, de pointer cette expérimentation que je vais regarder. S'agissant du déploiement des pôles d'appui à la scolarité, qui sont donc des outils nouveaux que nous apportons avec la ministre de l'Éducation nationale pour favoriser l'école inclusive, l'accueil des enfants en situation de handicap à l'école. Le principe, c'est d'avoir des professionnels du médico-social adossés à des professionnels de l'Éducation nationale pour pouvoir rapidement identifier les besoins particuliers des enfants et mettre en place les solutions aussi bien pédagogiques ou d'accompagnement qui sont nécessaires pour éviter qu'on ait des situations qui restent sans réponse trop longtemps et donc pour favoriser au maximum les chances de l'enfant et aussi mieux nourrir les dossiers d'études des CDAPH lorsque cela est nécessaire. Et La Réunion va être un des prochains départements qui fera l'objet du déploiement de ces pôles d'appui à la scolarité. Alors, effectivement, dans nos territoires ultramarins, encore plus que dans d'autres territoires, se pose parfois la problématique de trouver les professionnels qui pourront être recrutés pour pouvoir répondre à ces besoins. Donc c'est un enjeu d'attractivité aussi des métiers spécifiquement sur lesquels nous travaillons avec la ministre Astrid Panosyan et avec évidemment Catherine Vautrin. Ce que l'on constate dans les départements où nous avons pu expérimenter les PASS, c'est que ces pôles d'appui à la scolarité ont un mode de fonctionnement qui est assez attractif en lui-même pour les professionnels du médico-social. Donc c'est aussi un levier parce que l'organisation est fluide, elle est efficace, elle est très tournée vers l'enfant et l'apport de solutions rapides. Donc c'est des dispositifs qui sont assez plébiscités. Mais nous allons suivre attentivement cette question du recrutement de professionnels du médico-social qui se pose dans beaucoup de territoires. Et je le dis en regardant Madame la Présidente et Madame Petrus, on a pu voir que l'attractivité des métiers du médico-social à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, du fait des coûts de l'immobilier extrêmement élevés, du coût de la vie extrêmement élevé, sont un véritable frein. Donc là aussi, on a commencé à travailler avec les collectivités locales pour qu'on puisse dégager des offres immobilières ou en tout cas des réponses immobilières qui permettent de loger les professionnels du médico-social qui n'ont pas les moyens de financer un logement avec le salaire correspondant à leur travail. Donc on a un enjeu de formation aussi dans les territoires. Et ça, c'est quelque chose qu'on va regarder notamment avec les collectivités sur comment est-ce qu'on peut développer la formation sur les territoires eux-mêmes, la formation de professionnels du médico-social,
Je pense que ça représente un gisement d'emploi important pour les jeunes issus du territoire, qui, on le sait très bien, lorsqu'ils doivent quitter leur territoire de naissance pour aller étudier dans l'Hexagone, ne reviennent pas ou pas tout de suite, et donc c'est une perte aussi de ressources. Donc ça fait partie des plans, je pense, d'amélioration. Sur le prochain SIOM, je n'ai pas encore les arbitrages, mais les discussions sont en cours. Et je crois qu'effectivement, la question de l'offre médico-sociale, de trouver les bons professionnels, doit pouvoir faire partie justement de l'équation. Pour répondre aussi à Mme Petrus, je rejoins complètement sa préoccupation sur les jeunes adultes. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on identifie à l'échelle nationale. Et on voit bien que ces jeunes adultes, quel que soit leur handicap, et parfois des jeunes avec des handicaps très lourds, ont des envies vraiment d'être insérés pleinement dans la société. Ils veulent avoir leur logement, ils veulent avoir un emploi, ils veulent pouvoir se déplacer, ils veulent pouvoir avoir accès au sport, à la culture. Et c'est là un droit tout à fait légitime. Et trouver des réponses à ces jeunes adultes fait tout à fait partie des conventions que nous avons et notamment que nous avons signées, et des réponses qui peuvent être construites dans le cadre des 50 000 solutions. Je crois que vraiment ces jeunes adultes sont en attente d'être accompagnés, mais pour aller vers l'emploi, vers une vie de citoyen pleine et entière. Et vous avez souligné aussi, Madame la sénatrice, la problématique de la mobilisation des entreprises, que je partage aussi complètement avec vous. Lors du précédent comité interministériel du handicap qui s'est tenu le 6 mars, le Premier ministre a réaffirmé la fermeté du gouvernement à ce que les entreprises respectent leur obligation d'emploi vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Mais nous avons aussi prévu de faire évoluer le dispositif emploi accompagné pour le mettre au sein de France Travail et ainsi faciliter parfois l'accompagnement de personnes en situation de handicap dans l'emploi par des professionnels du médico-social, ce qui doit là aussi aider à lever certains freins que peuvent rencontrer les employeurs. Mais nous restons vraiment très déterminés, et aussi sur la question des ECAP, à mettre fin à cette liste d'emplois a priori fermée aux personnes en situation de handicap. Et d'ailleurs, nos jeunes en situation de handicap montrent bien leur motivation, leur détermination à montrer leurs compétences. Et nous avons de nombreux exemples qui montrent à quel point ces jeunes sont tout à fait capables d'apporter beaucoup à nos entreprises. Pour répondre à Monsieur le sénateur Melouli, effectivement, la question de l'accès au sport, l'accès à la culture, c'est vraiment un enjeu majeur. Là aussi, qui a été réaffirmé dans le dernier comité interministériel du handicap par le Premier ministre. On est dans cette vague de l'héritage des Jeux, donc on a un héritage matériel avec certains bâtiments, équipements qui demeurent, mais évidemment qui ne sont pas très présents dans nos territoires ultramarins, puisqu'on était essentiellement sur la région parisienne. Mais cet engagement à l'accès à la culture, à l'accès au sport, il a été réaffirmé avec là aussi le fonds d'appui à l'accessibilité pour permettre d'accompagner les projets d'accessibilité des équipements, des lieux, mais aussi avec des dispositifs comme celui des clubs inclusifs, des clubs sportifs inclusifs, pour sensibiliser les clubs, former les entraîneurs et faire en sorte qu'ils soient capables d'accueillir des pratiquants en situation de handicap. Et je crois que ce sont des principes que nous allons pouvoir réaffirmer avec les JO de 2030 dans les Alpes. Alors évidemment, les Outre-mer, elles sont peu concernées par les Jeux olympiques et paralympiques dans les montagnes, mais c'est tout l'ADN de la France que la France a porté sur valoriser
nos parathlètes, le sport, la pratique du sport par les personnes en situation de handicap qui pourra être rappelé à cette occasion. Et les fonds d'intervention aussi régionaux que portent les ARS peuvent permettre aussi, dans certains cas, et qui sont notamment alloués aux Outre-mer, peuvent permettre aussi dans certains cas de contribuer à financer des projets d'accessibilité au sport et à la culture. Voilà en quelques mots les réponses que je peux apporter aux premières questions. Les rapporteurs, avez-vous d'autres questionnements, autre chose à ajouter? Alors, Akli Melouli. Alors, je veux bien une autre question, c'est-à-dire qu'en fait, Madame la Ministre, nous avons constaté aussi le manque d'informations totales sur la situation des étudiants ultramarins en situation de handicap. Alors, comment est-ce qu'on peut permettre à cette population de faire des études dans un environnement qui leur soit accessible, et y compris de pouvoir venir faire des études en hexagone, et quelles sont les passerelles à mettre en œuvre pour justement le favoriser? Parce que à nos questionnements, on n'a pas eu beaucoup de réponses, notamment sur les statistiques. On a l'impression que c'est une population qui disparaît, comme les jeunes adultes qui vont au travail. Merci. Vivette Lopez. Je vais passer Evelyne avant Perrault. parce que je dois partir. Evelyne. Merci Madame la Ministre. Je ne sais pas si ça existe en Outre-mer, les AAPEI, c'est-à-dire les associations d'amis de parents d'enfants inadaptés, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien. Et est-ce que ça pourrait être mis en place, et est-ce que vous pourriez éventuellement signer des conventions avec ces associations-là, parce que ça encadre, c'est mis en place par les parents, ça encadre les enfants avec des professions de médico-social, il y a des kinés, il y a toutes sortes de personnes qui viennent travailler sur le site, des formateurs. Donc ça touche d'abord les enfants et ensuite les jeunes adultes. Et il y a même, il peut se voir à côté des mini-entreprises qui sont spécialisées pour encadrer ces jeunes adultes. Et après, ils peuvent aussi les aider à se loger, à gérer leur budget. Il y a vraiment, c'est vraiment parfait. Merci Vivette Lopez. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, tout d'abord je voudrais vous dire, enfin, je pense que vous le savez, que dans le Gard, nous avons dans une commune une école primaire de l'autisme. Et donc, c'est une école qui fonctionne. Alors, c'est la seule qui est dans le Gard, mais je ne suis même pas sûre que ce ne soit pas la seule en France. C'est une école primaire et qui fonctionne fort bien, parce que finalement, ces enfants qui étaient dans les classes dites normales, les enfants n'étaient pas acceptés, alors qu'aujourd'hui, ils se mélangent, enfin, ils se réunissent, ils ont des échanges, et je crois que les enfants ont compris. D'ailleurs, il y a un petit qui est autiste, qui joue très bien au rugby, par exemple, et où tous les autres le demandent dans leur équipe, est-ce que tu viens dans notre équipe, tu viens dans notre équipe, et ce sont des enfants qui, aujourd'hui, sont invités à des anniversaires chez les autres, et donc, ça marche, et c'est une école excellente, qui franchement marche très très bien. Alors peut-être que ça pourrait être dupliqué ailleurs, je ne sais pas, en Outre-mer, pourquoi pas. D'ailleurs, je voulais savoir si vous avez des exemples d'innovation justement en Outre-mer qui pourraient être dupliqués aussi en métropole, je ne sais pas si ça existe. Si vous avez des exemples. Ça, c'est ma première question. Et j'avais une autre question. Le jour du Duo D, au mois de novembre, au Sénat est organisée une grande journée justement sur le handicap. Est-ce que vous, au sein du ministère, vous pouvez organiser aussi quelque chose? Est-ce que vous le faites? Comment ça se passe? Voilà, j'aimerais bien savoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour Monsieur le sénateur Alouli, je crains de manquer d'informations à vous donner. Donc, je pense que vous pointez effectivement un problème de visibilité de ces étudiants en situation de handicap, qui en plus ont cette difficulté-là sans doute de devoir quitter leur territoire pour venir parfois étudier dans l'Hexagone. Donc je vous propose d'aller rechercher
plus avant des informations déjà pour identifier leur nombre et les situations qu'ils rencontrent et de revenir vers vous et vers la délégation avec ces éléments. Ce que je peux vous dire néanmoins, c'est que la question de l'inclusion des étudiants à l'université est pour nous un enjeu tout aussi majeur que celui de l'école inclusive, hein, c'est la suite des parcours, et que là aussi nous suivons de près. Alors il y a eu des appels à manifestation aussi pour valoriser des projets d'université qui sont devenus très inclusives, et on voit bien que celles-ci ont une fierté à porter ces projets, et on crée beaucoup d'émulation aussi avec l'ensemble des étudiants, et que c'est très vertueux finalement pour l'ensemble des étudiants parce que ça met vraiment l'ensemble des étudiants dans un climat d'ouverture et de bienveillance qui leur est très favorable à tous. Et par ailleurs, nous avons à cœur aussi de développer la formation au handicap dans l'ensemble des formations, notamment dans les formations pour les étudiants en santé, pour qu'ils connaissent les handicaps, qu'ils sachent comment les appréhender ensuite dans leur futur métier. Donc ça fait partie des politiques aussi que nous déployons, mais je reviendrai vers vous avec des éléments plus précis justement sur ces étudiants ultramarins en situation de handicap. Pour répondre à Madame Lopez, oui, le gouvernement, au travers des ARS, travaille vraiment en proximité avec les APEI qui sont des acteurs majeurs partout sur le territoire, et évidemment aussi qui existent dans nos territoires ultramarins, qui sont très souvent aussi en réponse aux appels à projets qui sont portés par les ARS pour déployer nos solutions, donc qui contribuent à les déployer, et dont certaines existent dans nos territoires ultramarins également. Donc, d'ailleurs, elles auront leur congrès demain matin, le congrès de l'UNAPI demain matin, auquel je participerai en visio. Et donc, je veux vraiment vous assurer que nous les avons bien identifiés, que nous travaillons avec ces organismes comme avec d'autres grandes associations du médico-social qui contribuent à construire les réponses et qui s'engagent dans la construction de réponses de plus en plus adaptées à l'esprit que nous voulons voir dans nos politiques publiques, qui est vraiment une réponse individualisée d'accompagnement. La France s'inscrit dans la réponse et dans l'application de la Convention internationale des droits des personnes en situation de handicap de l'ONU. Elle en est signataire, et à ce titre, elle a pris l'engagement de construire des réponses d'accompagnement qui suivent les projets des personnes. Ce sont les personnes en situation de handicap qui détiennent leur volonté, leur projet, et nous construisons les solutions d'accompagnement en réponse à cela, et les APEI s'inscrivent aussi dans cette démarche. S'agissant du OD, je voulais aussi vous signaler que, mais ça c'est pour Madame Lopez, pardon, Madame Lopez, qui vous signalez que effectivement le ministère est très engagé dans cette journée qui est très importante, et je vous remercie de l'évoquer. On voit chaque année, d'ailleurs on a récemment fait une nouvelle vidéo avec Madame la ministre du Travail pour inviter les entreprises à se tourner vers cet événement qui a lieu tous les ans en fin d'année, qui est un événement de sensibilisation des entreprises. Donc je crois que ça rejoint la préoccupation de Mme Petrus tout à l'heure, et que probablement que nous pouvons aussi collectivement inviter les employeurs à s'engager dans le DUOD. C'est un temps de découverte très riche. Le ministère est pleinement engagé là-dessus, et nous pouvons aussi aider, accompagner, à mettre en relation des employeurs et des jeunes en situation de handicap qui voudraient constituer des binômes.
Vous dire aussi, Madame Lopez, que ce que vous soulignez, c'est exactement ce que nous développons, ce que nous voulons porter, notamment pour les enfants avec autisme, dont nous considérons que leur place, elle est à l'école, dans l'école, mais avec un accompagnement. C'est ça l'école inclusive, c'est que les enfants se côtoient et vivent ensemble, mais évidemment avec une réponse adaptée, appropriée aux besoins médico-sociaux de l'enfant. Et c'est pourquoi nous développons les unités externalisées dédiées à l'autisme, qui permettent d'avoir à la fois une classe et à la fois des temps vraiment dédiés, accompagnés par des professionnels formés pour permettre aux enfants avec autisme d'être accompagnés dans les bonnes conditions, mais tout en ayant de nombreux temps de partage avec l'ensemble des enfants. Je crois que c'est ça le creuset de l'école, de notre société inclusive, et que ça commence à l'école. Et donc, je vous remercie de souligner ces initiatives qui sont extrêmement importantes et porteuses de sens. Merci Madame la Ministre. On me signale qu'Audrey Bélim voudrait s'exprimer. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Je me ferai un plaisir de pouvoir vous transmettre des informations concernant cette expérimentation Télédiade qui a tout de même reçu le prix national de e-santé en 2023, puisqu'il s'agit du seul dispositif de télédiagnostic qui existe en France et qui vient ici résoudre justement les territoires en pénurie de télédiagnostic, parce que pénurie de professionnels sur le territoire. Et je pense que c'est un beau dispositif à partager sur l'Hexagone. La réflexion que je voulais porter, c'est plutôt une réflexion qu'une question, parce qu'elle est extrêmement complexe. Lorsque nous étions en Guadeloupe, l'un des principaux freins qui nous a été remonté a été la mobilité, donc le déplacement, notamment pour ne serait-ce que rejoindre les établissements, mais également pour tout le parcours finalement. Et cette problématique, nous devons vraiment y réfléchir, parce que lorsque l'on est insulaire, malheureusement, on ne peut pas à chaque fois prendre l'avion, parce que des fois, il y a des pathologies qui feraient que ces déplacements aggraveraient les choses. Mais en étant insulaire, c'est une problématique en tout cas de mobilité qui vient impacter encore plus les familles, les foyers, qui sont parfois obligés, vous le savez, de se déraciner pour pouvoir permettre le meilleur protocole de soins pour le patient, pour les enfants, pour le malade. Et donc, je pense que dans la stratégie outre-mer sur la problématique du handicap, je pense que la thématique de la mobilité doit avoir une place importante. Donc voilà, je voulais juste me permettre de partager avec vous cette observation vraiment toute fraîche suite à notre déplacement en Guadeloupe. Jean-Gérard Paumier. Et merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, moi je voulais revenir un instant sur les 150 millions d'euros affectés par le SIOM de juillet 2023. Nous sommes en juin 2025. Et je voulais savoir quel est le montant de l'argent qui a été fléché, notamment par territoire. Je crois que c'était une question de notre collègue Madame Bélim tout à l'heure, ou par compétence, mais notamment par territoire à ce jour. Merci. Alors, donc pour répondre d'abord à Madame Bélim, je la remercie à nouveau pour ce pointage de l'expérimentation Télédiag, que je vais regarder de près. Et par ailleurs, ça m'évoque une mission sur la question de l'accès aux soins, l'accès à la santé pour les personnes en situation de handicap, que nous venons de lancer avec le ministre Yannick Neuder pour d'abord faire le bilan de la situation en matière d'accès aux soins des personnes en situation de handicap, et aussi pour regarder ce qui peut être amélioré et repérer des bonnes pratiques, là encore, qui seraient intéressantes à essaimer. Donc je ferai aussi le lien avec cette mission de manière à ce qu'elle puisse aussi l'intégrer. Sur les questions de mobilité, je vous rejoins à 200%. Moi, je suis effarée de voir
des jeunes adultes ou des adultes plus âgés, mais qui m'expliquent qu'ils mettent 1 heure, 2 heures, et j'ai même rencontré une dame m'expliquant qu'elle mettait 3 heures le matin et 3 heures le soir pour se rendre dans son foyer. C'est démentiel. C'est des questions des situations qu'on ne peut pas demander à personne et qui sont extrêmement pénalisantes et épuisantes. Lors du précédent comité interministériel, donc le 6 mars du handicap, nous avons, avec le ministre des Transports, décidé de lancer une réflexion avec les collectivités, notamment avec l'Association des maires de France, avec les départements de France, les régions, les intercommunalités, enfin l'ensemble des associations représentant les collectivités territoriales, puisque une des difficultés que nous avons, c'est que cette mobilité du quotidien, elle est un peu, comment dire, saucissonnée, pardon du terme, mais entre plusieurs autorités, ce qui fait qu'on a vraiment parfois des difficultés à avoir une organisation qui soit qui prenne en compte le parcours de la personne, de son domicile jusqu'à son lieu de travail ou d'activité quotidienne, ou au centre de son village ou de sa commune. Et donc nous avons lancé ce groupe de travail la question est complexe, hein, mais nous allons aussi aller à la recherche de solutions qui fonctionnent à l'échelle de certains territoires, parce qu'on voit bien que c'est un vrai enjeu en fait de coordination, de pouvoir bien prendre en compte pour chaque acteur l'amont et l'aval de la solution qu'il a à créer, de façon à ce que le parcours puisse être le plus fluide. Donc des travaux sont engagés pour répondre à cet enjeu. Pour répondre à Monsieur le sénateur sur l'état d'avancement du déploiement de la convention, enfin des 150 millions d'euros. Alors si je reprends pour avoir mes chiffres état, parce que oui, là parce que là du coup tu vois j'ai les départements en même temps. Est-ce qu'on a bon, ce que je vais peut-être vous le dire déjà là par territoire. Sur la Guadeloupe, nous mobilisons près de 13 millions d'euros en fonctionnement et 1,6 million en investissement. Le département cofinance à hauteur de près de 5 millions en fonctionnement et 16 millions en investissement. Je vous ferai passer les chiffres hein, si vous le souhaitez. Sur la Guyane, nous sommes en train de construire avec le département, mais l'État sera aussi évidemment bien présent. Sur la Réunion, c'est les chiffres que j'ai pu évoquer tout à l'heure, d'un engagement de 29 millions d'euros au niveau de l'ARS en fonctionnement et 10 millions d'euros en investissement. Sur la Martinique, c'est un engagement de 22 millions d'euros en fonctionnement et 2 millions d'euros en investissement. Et pour Mayotte, c'est près de 29 millions d'euros en fonctionnement et 2,5 millions en investissement, dont je peux faire état à ce stade, sachant que les discussions sont encore en cours avec la Guyane, où je vais me rendre très prochainement. Mais on pourra vous communiquer là aussi un tableau consolidé des chiffres qu'on réactualisera avec la Guyane notamment. Merci. Alors avant de clore cette audition, j'aurai un certain nombre de questions. La préoccupation de notre collègue de Wallis-et-Futuna, qui est dans son territoire actuellement et qui malheureusement, compte tenu du décalage horaire, ne peut pas assister en visio. Et vous avez interrogé sur l'extension de la loi 2005 à son territoire de Wallis-et-Futuna. Il souhaiterait savoir qu'en est-il à ce jour. Vous avez évoqué aussi les professions paramédicales, on n'en a pas trop parlé, qui sont vraiment manquantes dans les territoires ultramarins pour les raisons aussi que vous avez évoquées de logement d'attractivité. Nous avons dans ces territoires des écoles de médecine, donc pourrait-on envisager de promouvoir
des branches auprès des ultramarins pour se former en matière d'ergothérapie, de psychomotricité et tout ce qui, toutes ces fonctions indispensables à l'accompagnement des familles et des enfants en situation de handicap. Pareil, dans ces petits territoires, vous avez parlé d'innovation, mais parfois la loi empêche certaines innovations, notamment on travaille beaucoup en silo, et pourquoi ne pas penser une maison poly-handicap dans des petits territoires où vous avez plusieurs types de handicap, mais qui concernent très peu d'enfants. Donc voir pour mutualiser, permettre aussi aux paramédicaux d'intervenir au sein des écoles, parce que souvent les enseignants, il y a des difficultés d'inclusion parce que les enseignants se sentent démunis, les ATSEM ne sont pas forcément formés, et le fait d'avoir des paramédicaux au sein de l'école, même des professions libérales, puisque ça existe déjà dans le cadre des prises en charge CESAD, mais il y a tellement de demandes et peu de professionnels qu'on ne peut pas tout prendre, elles ne peuvent pas suivre les enfants hors temps scolaire. Donc il y a une expérimentation qui avait été mise en place à l'école de Gustavia avec une orthophoniste qui intervenait au sein de l'école, et c'était vraiment très bénéfique et pour les enfants et pour le personnel d'encadrement qui était rassuré et qui pouvait être aiguillé sur des pratiques à mettre en place au niveau des enfants. Et puis aussi, au niveau de l'attractivité, dans les logements, enfin le développement des logements sociaux, puisque les territoires ultramarins, les ultramarins sont éligibles à 80% des logements sociaux, prévoir aussi des quotas, si j'ose m'exprimer ainsi, pour les personnes en situation de handicap, et aussi permettre le logement pas dans les logements sociaux, mais dans des logements intermédiaires, dans des parcs de développement de logements, réservés des logements pour des professions paramédicales qui viendraient encadrer ces personnes en situation de handicap. Et enfin, j'aimerais vous signaler aussi une initiative intéressante qui s'appelle monneuropsy.com. C'est une plateforme qui a été mise en place par un neuropsychiatre de Martinique qui était débordé par les demandes, pareil, qui ne pouvait pas prendre en charge tous les enfants, et qui a mis cette plateforme en ligne pour permettre d'une part d'accentuer les diagnostics, puisqu'il y a des difficultés aussi, des temps vraiment d'attente très très lents pour le diagnostic, et qui permet aussi de répondre aux aidants qui se trouvent parfois très démunis avec des personnels à domicile, notamment des personnes âgées ou d'autres, donc qui permet d'accompagner, si vous voulez, de mieux accompagner à domicile ces personnes en grande détresse. Donc j'ai fait le tour de toutes les questions que j'avais en tête. Merci Madame la Présidente. Peut-être pour répondre à Monsieur le sénateur de Wallis et Futuna, que j'ai effectivement reçu à mon bureau au ministère pour échanger sur la situation spécifique de Wallis et Futuna. La question qu'il posait effectivement est celle de l'application de la loi de 2005 à Wallis et Futuna. À ce stade des vérifications que j'ai pu faire, la loi 2005 ne relève pas de l'État, mais elle relève de la collectivité de Wallis et Futuna qui a pleinement la compétence. Donc, pour pouvoir faire respecter finalement ce cadre, c'est vraiment un dialogue en fait avec la collectivité qui doit s'ouvrir. Et ce que je suis en train de regarder, c'est de creuser cet aspect juridique pour m'assurer de ce principe, mais par ailleurs, en tout cas, mon cabinet est en lien avec l'équipe de Monsieur le sénateur, et nous allons lui proposer de
de pouvoir échanger directement avec la collectivité sur ces projets pour regarder dans quel cadre et quel dialogue l'État pourrait apporter une écoute ou une aide à la réalisation de ces projets. Donc nous avons bien en tout cas la question de Wallis et Futuna dans nos travaux. Ensuite, bon, vous avez évoqué plusieurs problématiques, mais je pense que ce que cela rejoint, là encore, c'est vraiment la nécessité de pouvoir construire des réponses qui soient complètement adaptées, puisque on le voit bien, les réponses qu'on doit apporter à Saint-Barthélemy ne peuvent pas être les mêmes que celles qu'on apporte à La Réunion ou évidemment à un autre territoire hexagonal. Et sur des petits territoires, on voit se développer justement une forme de polyvalence pour pouvoir répondre à l'ensemble des besoins des enfants ou des adultes. Globalement, je crois que vraiment le mouvement qui s'opère et qui est celui aussi des pôles d'appui à la scolarité que j'évoquais tout à l'heure, c'est vraiment que le monde du médico-social soit le plus imbriqué dans le milieu dit entre guillemets ordinaire pour pouvoir y apporter les réponses. Et effectivement, la formation à différentes formes de handicap est un enjeu clé, est un enjeu majeur. Donc, en tout cas, ce que je retiens de tous nos échanges, c'est que le champ de la formation des professionnels du médico-social, avec des possibilités de formation plus en proximité et des réponses plus en proximité pour pouvoir garantir cette offre médico-sociale, sont un enjeu majeur sur lequel il faut que nous continuions à avancer. Et puis je vous remercie aussi d'avoir signalé mon neuropsy que nous allons aussi regarder et que je pointerai également à la mission santé. J'ai omis de soulever un point qui nous avait été remonté à Saint-Martin particulièrement, c'est sur les orientations par défaut. Vous avez au lycée de Saint-Martin, par exemple en Ulysse, une classe réservée 11 élèves, alors que la demande est supérieure et que certains élèves se retrouvent orientés dans des classes dites normales avec des accompagnements où il est demandé parfois aux parents de quitter le territoire pour aller dans une structure adaptée à l'extérieur. Donc c'est vraiment très très compliqué et très mal vécu par les familles qui sont installées dans le territoire. Et parallèlement, vous avez des élèves qui relèvent de SEGPA ou d'autres structures et qui malheureusement, les parents ne veulent pas envoyer les enfants à plusieurs dizaines de kilomètres, quand bien même entre Saint-Barthélemy et Saint-Martin, il n'y a pas de SEGPA à Saint-Barthélemy. Et il a été aussi, cette question a été relevée, c'est une petite fille qui sera orientée en classe Ulysse au collège Saint-Barthélemy parce qu'elle relève d'une SEGPA, mais il n'y a pas de SEGPA pour l'accueillir. Donc essayez de trouver un meilleur moyen d'inclure, d'ouvrir ces sections, même avec très peu d'élèves, mais pour permettre de mieux les inclure dans une scolarité qui est adaptée à leur pathologie. Oui, ce que nous avons retenu et ce qui est en travail justement à Saint-Barthélemy comme à Saint-Martin, c'est un travail de diagnostic en fait avec la collectivité territoriale pour pouvoir définir vraiment les besoins, les partager entre l'ARS et la collectivité et construire les solutions ensemble qui soient là aussi les plus adaptées compte tenu des spécificités. Donc ce qui a été amorcé, ce n'est pas encore une convention, mais c'est un engagement de travail avec la collectivité à établir ce diagnostic partagé.
Merci, Madame la Ministre, pour cette audition qui a été vraiment très, très riche. J'ai noté particulièrement votre attachement au territoire ultramarin, votre maîtrise aussi, de par votre déplacement, la maîtrise des enjeux et les difficultés de chaque territoire, la nécessité de territorialiser et de développer des solutions innovantes. Donc, vous pourrez compter sur notre rapport pour apporter quelques recommandations et bien entendu sur notre soutien pour d'éventuelles modifications, révisions de la loi de 2005 spécifiquement pour les territoires ultramarins. Merci à vous. Merci à vous, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices. Merci beaucoup.